Est-ce que vous aimez les tricheurs? Bien évidemment que non, ou alors vous êtes bizarre, ou bien même vous faites partie de l'un d'entre eux. Du coup dans cette vidéo, on va voir les plus gros cas de tricheurs qu'on a pu voir au fil des années, que ce soit sur des jeux solo pour gagner en speedrun, ou alors des jeux multijoueurs pour être meilleurs que les autres sans effort. Et vous allez voir que les sanctions vont parfois très loin, impliquant carrément la police chinoise, de vrais racailles de Shanghai, et qui pourtant génèrent plusieurs dizaines de millions de dollars uniquement grâce à la triche. Heureusement des techniques sont mises en place pour les contrer, donc que votre expérience en jeu ne soit pas impactée, comme dans par exemple Raid Shadow Legends qui comme par hasard sponsorise cette vidéo. Raid Shadow Legends, on ne vous le présente plus, c'est un jeu de stratégie dans lequel le but est de vaincre ses ennemis, que ce soit des bots ou bien des vrais joueurs. Il existe tout un tas de factions différentes avec des subtilités propres à chacune. Il existe par exemple les seigneurs qui sont des chevaliers médiévaux, une faction complètement humaine de Teleria avec des armures et des armes inspirées des chevaliers féodaux de l'Europe médiévale. Il y en a plein de différents comme Elior, Lugan ou bien même Septimus. Ouais, il a un nom plutôt classe. Pour le coup, Raid Shadow Legends, j'y joue vraiment, et pas qu'un peu. Voici même mon équipe avec laquelle je joue régulièrement, le Seigneur Tombeau étant l'un de mes préférés car il met des gigatartes et un poison dévastateur à tous ses ennemis. J'aime bien aussi Sinesha ayant une vague attaquant tous les ennemis et frappant à plusieurs reprises ceux ayant moins de 50% de vie, ou encore Krilla qui me permet de faire attaquer 3 alliés en même temps qu'elle, ce qui donne lieu à un énorme combo sur un adversaire coriace. Actuellement sur le jeu, l'événement d'invocation de Versulf, le lugubre, est en cours, ce qui permet d'obtenir un tout nouveau champion légendaire. Il y a aussi 5 nouveaux champions qui viennent d'être ajoutés et plein de nouvelles mises à jour sont prévues pour cet été, alors c'est le meilleur moment pour commencer. Vous pouvez télécharger le jeu avec le lien en description ou scanner le QR code que vous voyez dès maintenant sur votre écran. Avec ce dernier, vous allez pouvoir commencer l'aventure avec un champion épique Shonoru, ainsi que 200 000 pièces d'argent, un boost d'XP, une recharge d'énergie et un éclat antique permettant d'invoquer un puissant champion dès le début du jeu. Plutôt sympa. C'est uniquement pour les nouveaux joueurs et seulement pour les 30 prochains jours, alors dépêchez-vous. Mais bref, repartons sur le sujet de la vidéo et commençons sans plus tarder avec Martin's Fury. Celui-là je le connais pas mal car il a sévi sur le jeu sur lequel je passais ma vie. Je parle bien entendu de World of Warcraft, ce MMORPG dantesque sorti en 2004 qui est toujours actif aujourd'hui. Et cette histoire se passe au fil de la deuxième extension Rise of the Lich King sortie en 2008 permettant de rejoindre Arthas sur les contrées du Northrend. Il existe une vraie course au sein de ce MMORPG, celle du kill le plus rapide des boss ajoutés à chaque nouveau patch du jeu avec de vrais enjeux autour. Des guildes de joueurs surentraînés jouant parfois même à temps plein en étant payés pour ça, une vraie révolution à l'époque pour justement rafler les têtes des différents boss et les ramener à la maison comme de vrais trophées de guerre. Et attention ici, on parle de boss vraiment difficiles, certains demandant des centaines d'essais comme Garrosh sur l'enfer ayant demandé 638 tentatives par la meilleure guilde du jeu de l'époque pour être vaincu. Et ce sont des combats longs demandant souvent plus d'un quart d'heure pour en voir le bout. Si on se dit qu'un essai dure à peu près 10 minutes, ça fait plus de 100 heures de jeu à se battre contre le même orc. Et encore une fois, on parle ici des meilleurs joueurs du jeu. Il existe de gros noms assez reconnus de guildes, Method, Stars, Complexity, bref, faire partie des rangs d'une de ces guildes vous font rentrer dans la légende. Mais à la sortie du raid d'Ulduar, prison d'un des dieux très anciens, une guilde complètement sortie de nulle part réussit à coiffer au poteau tous ces grands noms, The Marvel Family, et là pas mal d'interrogations se posent. Outre le fait que la guilde sort de nulle part, elle arrive à faire des boss extrêmement difficiles sans un équipement incroyable, et surtout il n'y a qu'un seul essai à chaque fois. Quand on reparle des 638 pour l'autre boss là, on se dit que les gars de chez Method sont des gros nazes. Sauf qu'évidemment il y avait anguille sous roche, on pouvait voir que ces derniers avaient pu se débarrasser de presque tout Ulduar mais aussi d'autres boss de raid dans la même soirée. Et surtout ils ont su utiliser des mécaniques complètement impossibles à l'époque, comme ces deux hauts faits ne pouvant pas être faits simultanément par des humains sur le Léviathan des Flammes. Et c'est normal car l'un des joueurs Karate Chop a été béni des dieux. Ce dernier a en effet reçu un objet de la part d'un des maîtres du jeu, des personnes ayant droit de vie ou de mort sur n'importe qui travaillant pour Blizzard, et cet objet n'est nul autre que Martin's Fury, un t-shirt avec une qualité artefact introuvable à l'époque et ayant comme effet à l'utilisation de tuer tous les ennemis situés dans un rayon de 30 mètres. Ouais, vraiment pas mal, et la mention tricheur juste derrière est assez légitime. Sauf que le truc c'est qu'il a reçu cet objet par erreur. Vous vous doutez bien que les maîtres du jeu n'ont pas vraiment le droit d'interférer de la sorte, ce serait un peu abusé. Cela est arrivé après que l'un des officiers se soit fait pirater son compte et que la banque de guilde se soit retrouvée vidée. Un ticket a été ouvert auprès d'un de ses maîtres de jeu et ce dernier a mis énormément de temps à être complètement résolu, ce qui a dû créer beaucoup de confusion au fil des mois. Lorsque l'officier avait enfin récupéré ses objets et ses personnages au bout de 4 mois, il se rendit compte qu'il avait plein d'objets assez aléatoires qu'il n'avait pas avant, et surtout sur l'un de ses personnages de bas niveau, un démoniste de niveau 13, Martin's Fury, le t-shirt interdit. Ce dernier n'étant pas lié au personnage, il a pu le donner à Karate Chop et ils sont partis s'amuser dans quelques raids, parfois sans même prévenir tous les autres joueurs du groupe, et c'est là que les carabistouilles ont commencé. En voyant qu'une guilde complètement random arrivait à faire des boss extrêmement difficiles si facilement, voire même de choper des world first sur certains hauts faits, beaucoup de joueurs sont allés voir l'équipement du bougre et se sont rendus compte que l'un des objets ne pouvait pas s'afficher sur l'armurerie, seulement l'ID de l'objet, car un
amené à ce fameux Martin Fury, un objet inaccessible pour les mortels et qui existe sûrement uniquement pour des tests de développement. Une fois que Blizzard a découvert le poteau rose, les victoires contre les différents boss ont été retirées, l'intégralité de la guilde s'est fait bannir 24 heures du jeu, et Karate Chop, le possesseur du t-shirt magique, s'est fait bannir définitivement. Ouais, sacrément vénère. Et on peut se poser la question, est-ce que la sanction est juste? Après tout, de son côté, il n'a rien fait de mal. Ce n'est pas lui qui a abusé du système pour avoir l'objet, c'est juste le maître du jeu qui a fait n'importe quoi. Et si ça se trouve, étant donné que la guilde en question était assez familiale et casual dans les termes gamers, ils se sont dit que c'était pas si grave et que de toute façon, ça n'allait faire de mal à personne. Peu naïf quand même, certes, mais bon, on peut y croire. Après, je vais aussi peut-être faire un peu l'avocat du diable, hein. Si quelqu'un laisse un non-lance-flamme par terre par mégarde et que vous l'utilisez pour brûler les profs que vous aimez pas, bah je suis pas certain que vous pourrez désigner comme responsable le pélo qui a laissé traîner son désherbeur de luxe. Karate Chop a donné quelques interviews suite à ça et on sent que ça le peine vraiment d'avoir perdu son gnome guerrier sur lequel il a passé plus de 3800 heures de temps de jeu. Et je le comprends, si je perdais mon paladin qui en a environ 10 000, je pèterais un sacré câble. Il explique aussi que tout cela n'était pas fait pour gagner la course au kill, mais plutôt parce que c'était juste rigolo. Si ça se trouve, c'est un moyen de Blizzard de s'excuser pour avoir pris autant de temps à régler le problème de laisser ses joueurs s'amuser un peu avec ça. Depuis, il n'a pas recréé un compte et n'a jamais rejoué au jeu, avec ce petit goût amer d'être puni assez gravement de manière injuste. Au final, pour vraiment éviter un autre problème si l'objet est réattribué à un joueur par erreur, Blizzard décide de changer l'effet du t-shirt. Ce dernier passe de la qualité d'artefact à pauvre, perd ses bonus d'attributs et l'effet permettant de tuer tout le monde autour de soi devient à la place suicider le porteur. Comme ça, eh bien, plus de problème. Todd Roger. Souvent connu comme le plus gros tricheur du monde vidéoludique, il n'a pourtant pas triché sur des jeux multijoueurs mais plutôt sur des jeux solo. Mais quel intérêt alors? Eh bien pour avoir le meilleur score sur ces derniers ou carrément les finir plus vite. Ce genre de course est légion sur pas mal de jeux et la triche reste encore assez présente en 2021 avec des cas faisant couler énormément d'encre. Mais bon, laissons Dream de côté, vous savez déjà qu'il a triché mais au moins ça me permet de le mettre sur la miniature et dans les tags de la vidéo. Mais surtout car à côté de Todd Roger, il a encore beaucoup à apprendre. Todd est un américain né en 1964 qui a toujours eu le jeu vidéo dans le sang, et c'est donc dans les années 1980 qu'il décide de montrer qu'il adore ça, mais surtout qu'il y est très fort. Et à l'époque, il n'y a pas de tournoi de jeux multijoueurs en ligne, mais que des jeux solo, on pouvait comparer nos scores après coup. Et Todd avait des scores pas trop mal sur beaucoup de jeux à l'époque, au point qu'il était considéré comme le premier joueur professionnel de l'histoire, puisqu'il gagnait parfois de l'argent pour ça. Quelque chose de complètement nouveau à l'époque. Pour la vérification des records, cela se faisait un peu de manière archaïque, hein. Encore une fois, sans internet ni moyen d'uploader des vidéos, voire même d'enregistrer sa console, cela se faisait souvent avec les moyens de l'époque, un simple Polaroid. Et encore, c'était les plus exigeants qui faisaient ça, car la plupart du temps, cela se faisait juste à la bonne foi de chacun. Suffisait d'aller voir le site, hein, Twin Galaxies à l'époque, qui était l'une des références, et dire « J'ai fait 1000 milliards à Mario !» et hop, c'était dans la poche. Je caricature un peu, mais vous voyez un peu l'idée. Et dans le lot, il y a pas mal de records qui sont sacrément louches, des scores parfois 40 fois plus élevés que celui du second sur Donkey Kong Jr, ou encore des scores tout simplement impossibles au vu de comment est composé le jeu. Et celui qui a fait le plus parler et qui a engendré toute cette recherche autour des scores de Todd Rogers, c'est Dragster, un jeu de course sorti en 1980 sur Atari 2600 et développé par Activision. Oui, il n'y avait pas encore de RTX à l'époque. Ici, le score de Todd est de 5,51 secondes, alors que le second de son côté est à 5,57. Pourtant ici, le score a carrément été validé par Activision lui-même, avec l'envoi de cette photo précisément. Malgré ça, le doute était là, et il a fallu du temps pour que la supercherie soit découverte de tous, puisque tous ces records étaient encore présents sur le site Twin Galaxies en 2017. Pire encore, ces derniers étaient parfois aussi catégorisés sur le livre Guinness des records. Un truc de malade, près de 40 ans à avoir des faux records dans tous les sens. Beaucoup de gens se sont rassemblés pour vérifier les scores, et c'est sur cette année 2017 justement que Eric Omni Gamer Goziel a carrément désassemblé le code du jeu pour vérifier si ce score était physiquement possible. En faisant ça, il avait accès à l'intégralité du code et a donc pu faire tous les tests possibles et imaginables, pour au final en arriver à une conclusion: il est complètement impossible de faire un temps meilleur que 5,57 secondes. C'est donc en janvier 2018 que tout éclata. En effet, Activision arrive carrément pour donner des comptes le 23 de ce mois-ci, avec David Crane, le développeur de Dragster de l'époque, affirmant qu'il n'avait aucun doute sur la légitimité du record de Todd Rogers, que tout a été authentifié et que vraiment il n'y avait aucun problème. Suite à ça, OmniGamer a ressorti une vidéo, un énorme call-out des records de Todd, demandant carrément à Twin Galaxies, le site de speedrun, d'enlever ses records, car malgré le fait que le gars d'Activision pense que c'est légitime, c'est juste complètement impossible, ils ne savent pas de quoi ils parlent. C'est donc le 29 janvier 2018, soit seulement 6 jours après la prise de parole de David Crane, que tous les records
records sont retirés du site, avec un ban définitif de Todd, suivi par le Guinness World Record faisant la même le lendemain. Aujourd'hui, tout le monde a oublié Todd, et on a finalement remis en question les records de l'un des autres grands noms du jeu vidéo du passé, Billy Mitchell, lui étant connu pour avoir des records incroyables sur Pac-Man et Donkey Kong. Il y a même Karim Debache qui en a fait une vidéo avec le film qui lui est dédié, c'est quand même pas rien. Il y a eu énormément de polémiques, que ce soit autour du personnage que de ses records, mais malgré plein de rebondissements dans tous les sens comme quoi c'était bel et bien un tricheur dans cette même période de 2018, ses records ont été rétablis en juin 2020, faute de preuves permettant de prouver qu'il a réellement triché. Alors est-ce que l'autre grand nom des records de vieux jeux vidéo est aussi une fraude? Bah ça on le saura peut-être un jour, mais ouais, c'est pas Jojo. Mais bon, en réalité, il y a bien pire que toute cette histoire avec la genèse du jeu vidéo professionnel, car pour le prochain, la police est carrément intervenue. Chicken Drumstick. Alors oui, on parle pas réellement d'un tricheur en particulier, mais de gens vendant des cheats ici. Ça peut paraître étrange pour beaucoup, mais la vente de logiciels de triche est très commune. Et là, on parle pas d'une page état-JV avec des codes de triche pour débloquer des costumes sur Spider-Man PS1, mais plutôt des systèmes tiers permettant de tricher sur des jeux en ligne et avoir l'ascendant non grâce à son talent, mais grâce à un programme qui va viser à ta place par exemple. Bah ouais, il y en a qui ont des choses à compenser. Le truc c'est que ces logiciels là sont traqués par les éditeurs de jeux vidéo évidemment, et donc plein de contre-mesures sont mises en place pour détecter ces derniers. Easy Anti-Cheat avec Epic, VAC pour Valve, mais pour autant cela n'empêche pas ces logiciels d'être toujours présents en 2021 car certains passent toujours dans les mailles du filet. C'est juste que ces derniers sont de plus en plus perfectionnés et c'est un peu le jeu du chat et de la souris. Avec l'explosion des jeux en ligne, le marché est plus que lucratif. Suffit juste de taper le nom d'un jeu en ligne suivi de cheats derrière et vous trouverez tout un tas de sites vous vendant des logiciels du démon à des prix allant de 5 à 150 €, et il y a de tout, et le pire c'est que ça marche. Parfois on peut rager car le mec est plus fort que nous sur Counter-Strike Global Offensive et dire qu'il triche par pure mauvaise foi, mais finalement c'est peut-être réellement le cas, et on pourrait se dire que personne n'achète ça, et pourtant l'organisation dont on va parler aurait généré pas moins de 76 millions de dollars. Cette dernière, sous le nom de Chicken Drumstick, en vendait dans plein de jeux assez populaires, notamment Call of Duty Mobile et Overwatch, avec des licences allant parfois à 200 $ par mois. C'est plus cher que le bouton rejoindre sur ma chaîne, hein, clairement. Et aussi le bouton abonnement sur lequel vous pouvez cliquer gratuitement si ce n'est pas encore fait. Oui, toujours un petit forçage. Le but de ces cheats est de paraître plus fort avec par exemple un auto-aim permettant de viser automatiquement les joueurs, des wall-hacks permettant de voir à travers les murs ou même de réduire certains effets incapacitants comme les grenades flash par exemple. Le but étant de ne pas être trop abusé pour avoir toujours ce doute autour de l'utilisation d'un cheat. On a pu le voir sur Fall Guys où des mecs trichent pas trop histoire de pas se faire trop choper. Cela permet d'être réellement plus fort sans pour autant vendre la mèche. Ce n'est pas juste utilisé par Corentin qui veut battre ses potes sur Call of, mais aussi par des streamers qui parfois se font choper car comme des idiots ils oublient de cacher le logiciel en plein stream, et même par des joueurs professionnels prêts à tout pour gagner les cash prize démentiels de certains tournois. Alors évidemment on se dit qu'à chaque fois ils se font choper donc ça sert à rien, mais on ne connaît que ceux qui justement se font choper, et si ça se trouve il y en a un qui triche sous nos yeux depuis longtemps sans qu'on le sache grâce à un des 17 logiciels de triche créés par Chicken Drumstick. Bref, vous doutez bien que pas mal d'argent circule comme ça, même si c'est en Dogecoin, ça commence à faire pas mal parler, ce qui fait que la police chinoise a carrément fait une descente à Kunshan, une ville non loin de Shanghai. C'est en effet à cet endroit que se trouve le repère de ces villes brigands, et vraiment ils profitaient pas mal de la vie. La police a découvert dans ce repère plein de voitures de luxe et des locaux démentiels, des biens estimés à 46 millions de dollars qui ont bien évidemment été saisis. 10 personnes ont aussi été arrêtées et les 17 cheats ont tout simplement été détruits. Alors cette opération d'avril 2020 n'a clairement pas arrêté les tricheurs dans les jeux vidéo, et donc ils continuent de tricher en ligne. Mais pour autant, la plus grande organisation créatrice de ces villes armes est derrière les barreaux, à voir si tout cela va faire peur aux tricheurs et aux créateurs de logiciels de triche, ou alors en créer une recrudescence, un peu comme si la place de roi des pirates était de nouveau disponible si l'un d'eux arrivait à concevoir le nouveau One Piece. Forsaken. Et donc oui, après avoir parlé d'un joueur lambda, d'un speedrunner et de la société créant des cheats, on va bien évidemment parler d'un joueur e-sport, et évidemment ça va être sur l'un des jeux les plus joués dans le milieu compétitif, ce fameux Counter-Strike Global Offensive. Forsaken, de son vrai nom Niril Kumawat, et désolé j'ai dû vraiment ruiner son prénom, était un joueur de l'équipe Optic India, un petit genou de 23 ans ultra fort au FPS 5v5 du moment. Il commençait à un peu faire parler de lui et a réussi à gagner vite fait quelques pépettes à quelques tournois, étant donné que l'e-sport en Inde n'est pas encore développé, mais tout de même en plein essor. C'est lors des Extreme Lands 2018, la finale précisément, que le doute s'installe, notamment à cause d'actions assez impressionnantes de Forsaken. On peut le voir ici tourner la caméra extrêmement rapidement avant même de bouger de sa position pour attaquer son prochain adversaire, comme s'il savait où il était, voire même que sa souris le fasse pour lui. Après il a peut-être un N, mais bon j'y crois moyen. On peut aussi le voir réussir à viser parfaitement quelqu'un se trouvant derrière des palettes. Non, vraiment bien joué à lui. Mais voilà, il y a eu beaucoup d'autres actions du genre. Une fois les soupçons instaurés auprès des organisateurs, ces derniers veulent vérifier la machine
machine de Forsaken et bizarrement il a une réaction assez spéciale. Et c'est pas pour rien car il panique pour fermer son programme de triche qu'il avait mis sur la bécane prévue pour le tournoi, sacré culot. Malgré sa tentative pour fermer le programme, un des membres de l'organisation du tournoi lui chope la main qui était sur sa souris pour l'empêcher de faire quoi que ce soit et se rend compte qu'il y avait bel et bien un programme de triche lancé sur l'ordinateur. Ce dernier lui permettait tout simplement de viser parfaitement n'importe qui car on était sur du pur et dur aimbot des familles ici. Bref, le cheat classique de chez classique. S'imaginer tout ce qu'a pu se dire Forsaken pendant ce court laps de temps où il se fait choper la main est vraiment priceless. Bon, il avait une solution de secours quand même en déguisant le fichier triche puisqu'il l'avait renommé. En effet, ce dernier s'appelait word.exe. Ouais, pas fou comme déguisement, je vois pas trop pourquoi il aurait besoin d'un éditeur de texte pour une compétition pareille. Ça le détend peut-être d'écrire une petite dissertation avant un match sur Dust 2 ou alors Clippy sa mascotte porte-bonheur. Je pense qu'il y avait quand même mieux à trouver pour justifier l'installation de ce fichier triche. Il a évidemment été disqualifié ainsi que son équipe et ses anciennes performances ont été analysées. On a notamment pu se rendre compte qu'il avait aussi triché à l'ESL India quelques mois auparavant en juin 2018 puisqu'on pouvait voir que son comportement était tout aussi suspicieux qu'au tournoi où il a été chopé. Tournoi où à l'époque il avait aussi fini premier. Sacrée coïncidence. Ce qui est triste c'est que tout ça a mis une sale ambiance autour de l'e-sport en Inde. Ça a montré un certain amateurisme tant du côté des joueurs mais aussi des organisateurs ne se rendant pas compte de ce genre de choses plus rapidement, ce qui a pu fortement casser certains investissements qui auraient pu être faits sur la scène du sport électronique. Bref, suite à ça, Forsaken a été banni des compétitions sur les jeux de Valve pour toujours et a évidemment été mis de côté par son équipe qui ne l'avait recruté que pour 4 mois au final. Bon, il a quand même eu un peu de chance là-dedans car Valve a changé ses conditions pour tous les bans suite à la triche en avril 2021, faisant que maintenant il n'est plus ban à vie mais seulement pendant 5 ans, ce qui fait qu'il ne pourra plus y participer jusqu'au 19 septembre 2024, en espérant qu'il aura compris que ce qu'il a fait était quand même pas foufou, ou alors qu'il cachera mieux son logiciel la prochaine fois, genre l'appeler Half-Life3.exe ça pourrait marcher, sur un tournoi sponsorisé par Valve, il n'oserait pas cliquer dessus pour ne pas réveiller la colère de Gabe, je donne l'astuce comme ça. Dans tous les cas, tricher c'est pas bien, déjà car vous pouvez perdre tout votre compte, votre intégrité et votre argent là-dessus si vous vous faites choper, mais aussi car où est l'honneur de gagner si vous savez vous-même au fond de votre cœur que cette victoire n'est pas légitime. N'est-ce finalement pas mieux de perdre dignement que de gagner injustement? Vous avez 4 heures. Bref, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et vous donnera plein d'excuses quand vous perdrez la prochaine fois sur Warzone. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, le pouce bleu de l'amour est là pour me remercier, et en plus j'ai entendu dire que cela vous permettait de mieux viser. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo à tous vos potes qui pensent que la triche sur les jeux en ligne ça n'existe plus alors que finalement ça n'a jamais été aussi présent à haut niveau. Et bien sûr, le plus important, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître en haut à droite de votre écran. C'était Léo de la chaîne Techmaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre, salut!